Bonjour, dans ce débat de paroles d'experts, aujourd'hui nous parlons de la pêche durable. La région des Hauts-de-France est une région de pêche loin derrière la Bretagne et la Normandie, mais chez nous aussi ça compte et pour qu'il y ait un avenir dans la pêche durable, eh bien nous allons voir quelles techniques appliquer, quels changements de conduite des consommateurs il est souhaitable de faire et ça nous allons le faire avec nos expertes du jour. Florence Suron, bonjour, vous êtes coordinatrice du programme européen Mister Goodfish. Vous nous parlerez de ce programme qui permet d'éduquer les consommateurs et les acheteurs à une pêche durable. Anaïs Roussel, vous êtes chargée de projet au Comité régional des pêches maritimes et élevages marins pour les Hauts-de-France. Votre fonction, eh bien, c'est de surveiller, d'évaluer la ressource et de faire des préconisations. Et Sophie Cazenave, vous êtes directrice du Panier de la mer. Ça, c'est une association. Vous intervenez dans l'économie sociale et solidaire et vous œuvrez l'une particulièrement pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. On va aller tout de suite au bord de la mer puisque peut-être de la pêche vous n'avez que l'image de ce que vous retrouvez sur l'étal de votre poissonnier favori et si rien n'est fait, si le comportement ne change pas, vous risquez dans les prochaines années de trouver de moins en moins d'espèces. Caroline Fichten s'est rendue à Boulogne en janvier dernier, alors que les nouvelles règles du Brexit inquiétaient les pêcheurs. C'est vous qui avez pêché ? Mathieu Pinto est patron pêcheur. Sur le quai, c'est sa mère qui vend le produit de sa pêche. En ce moment, c'est la saison de la sole. La sole présente abondamment dans les eaux anglaises. Seulement, depuis le Brexit, le Boulonnais ne peut plus y aller. Il attend sa licence qui n'arrive pas. Et côté français, là où il peut pêcher, il y a peu de poissons. C'est-à-dire qu'on est dans une zone où, à cette époque-ci, il n'y a pas de poissons. Ouais. Et on sait que dans les eaux anglaises, c'est l'époque, on va dire. C'est la saison où il y a un peu plus de poissons de ce côté là-bas. Donc on va dire que là, c'est-à-dire que nos chiffres, ils sont pas dans le positif, on va dire, à cause de ça. Et la tête, j'enlève aussi, s'il vous plaît. Pour que les affaires s'améliorent, il faudrait juste, entre guillemets, cette fameuse licence qui équivaut à un permis de pêche dans les eaux anglaises. 60 ont été délivrés pour toute la France et seulement 16 aux pêcheurs des Hauts-de-France. Des pêcheurs dont la patience commence à s'émousser. Nos nerfs, ça va lâcher, quoi, je veux dire, ça va mal finir. Ça, on va bloquer quelque chose, venant du côté anglais, d'exportation. S'il veut jouer à ça, on va jouer, il n'y a pas de souci. Pour ne rien arranger, certains pêcheurs ont récupéré du matériel de pêche endommagé, du matériel comme des casiers qui se trouvent à la limite des eaux anglaises et européennes, dans lesquelles les Britanniques ne venaient pas et où certains pêchent aujourd'hui. On ne comprend pas, c'est des bateaux qu'on ne rencontrait jamais là où nos casiers sont, on ne les voyait jamais, ce sont des bateaux anglais et irlandais, on ne les voyait pas là où ils se trouvent aujourd'hui et on se demande pourquoi. Est-ce que c'est une représaille des pêcheurs anglais suite à un mauvais accord ou qu'eux aussi étaient en colère d'avoir mis en tête cet accord qui a été trouvé. Donc voilà, on ne sait pas. Les pêcheurs du littoral sont dans l'attente donc, mais la seule ressource rémunératrice pour eux, c'est en ce moment qu'il faut aller la pêcher. Tout ce qui est perdu ne pourra pas être rattrapé. Voilà, la seule objet de toutes les attentions, de tous les conflits. On va revenir vers vous, Anaïs Roussel. Vous êtes donc chargée de projet au Comité régional des pêches maritimes et des élevages. Je le disais en introduction, une de vos missions, c'est bien d'évaluer la ressource. Comment est-ce qu'on procède pour évaluer la ressource et savoir quel stock de poissons est menacé ou pas et dans quelle quantité on peut le pêcher? Alors nos missions au comité des pêches, c'est de porter des projets pour mettre en place une gestion durable de la ressource, mais on s'appuie surtout sur l'expertise scientifique d'Ifremer et donc pour évaluer. L'Ifremer est un organisme scientifique qui a aussi des chalutiers et qui va faire des campagnes de pêche et des analyses. On s'appuie sur différentes données en fait pour réaliser un diagnostic d'une ressource, les données déclaratives des pêcheurs qui remplissent soit leurs journaux de bord, soit des fiches de pêche où ils déclarent leur capture chaque jour. Ça veut dire que chaque fois qu'on est à bord d'un chalutier, quand on fait un chalut et que on trie le poisson, on ne le fait pas au hasard, on a le tonnage, bon, on le trie évidemment pour la vente, mais on va avoir aussi des données, j'en ai pêché autant, etc. Oui, tous les jours on doit remplir le journal de bord. Et par espèce? Oui.
Donc il y a du travail administratif à côté du tri. Et puis, vous embarquez aussi à bord des bateaux. Racontez-nous comment ça se passe. À bord des bateaux, en fait, ça s'appelle des marées d'observation. Donc on va observer toute la capture qui est capturée par les engins de pêche à bord ce jour. Donc on trie par espèce, on identifie les mâles, les femelles, et puis on mesure la taille des poissons, ou des homards ou des crustacés. Alors vous parlez des homards et des crustacés, je suis un peu sceptique parce que, enfin étonné, pas sceptique, parce que je pensais qu'on était au fond de la Manche, une mer de sable, et qu'il n'y avait pas forcément des homards et des crustacés, mais il y a des fonds marins qui sont propices. Oui, devant Boulogne, on a une bonne pêcherie de crustacés, on a pas mal de casiers qui sont mis à l'eau devant Boulogne, oui. Et donc c'est une bonne région aussi pour les crustacés. Parce qu'on parle toujours du homard de Bretagne, mais on connaît moins le homard de la côte. Alors vous avez ces observations, vous notez toute la nuit, ou vous notez, vous faites concrètement, vous êtes avec votre bic, votre cahier, votre stylo, et vous notez tout ça. Oui, on mesure et puis on note le sexe, la taille de l'animal, et ensuite on entre tout ça dans des modèles mathématiques qui nous permettent d'avoir des niveaux de ressources, d'avoir le niveau de la ressource et de savoir si elle est en surexploitation, en sous-exploitation. Quand vous dites on rentre dans des modèles mathématiques, on est sur de la statistique en fait. Vous allez estimer que sur tant de tonnage, vous aurez vu tant de jeunes. On estime, en fait, il y a des points de référence comme la biomasse de reproducteurs, donc le nombre de reproducteurs qu'il y a dans le stock, et on fixe un seuil au-dessus duquel on estime qu'il y a assez de reproducteurs pour renouveler le stock chaque année, par exemple. Alors, je comprends bien que la mesure du poisson, l'âge aussi est important. Connaître l'âge, c'est important. Pourquoi ? Oui, parce qu'on a besoin de savoir l'âge pour avoir la reproduction de chaque année. Parce que selon l'âge, il va y avoir une capacité de reproduction plus ou moins importante. Une fois que vous avez ramené tout ça, donc on imagine, vous avez un bureau avec des ordinateurs, des modèles de calcul qui travaillent sur toute la France, sur la région. Quelle est la suite en fait de toutes ces données que vous avez collectées ? Ça dépend de quel stock on parle. Il y a des stocks qui sont gérés au niveau européen. Donc là, ils sont évalués dans une commission qui émet des avis consultatifs pour la Commission européenne. Et pour les stocks gérés au niveau régional, c'est discuté ensuite dans les commissions des comités régionaux qui permettent de prendre des décisions sur la gestion, mais de façon plus régionale. Alors donc on imagine d'abord, on fait remonter les informations à l'Europe. Très concrètement, quelles sont les espèces qui peuvent être suivies aujourd'hui au niveau européen, sur lesquelles on a un suivi européen ? On a la sole, le cabillaud, le lieu jaune, le lieu noir. Et ça, ce sont des espèces de poissons sur lesquelles la pression est forte ? Sur la sole, le cabillaud, oui, le lieu noir aussi, oui. Bon, alors si on rentre un peu dans le détail, quand je parle de pression forte, ce sont des poissons dont l'existence même est menacée ou critique, ou bien ça va mais il faut faire très attention. Si on prend le niveau de la sole par exemple, qui est le poisson qui est beaucoup pêché, puisque c'est aussi un des plus rentables, je présume. Il y a eu des baisses de rendement depuis 2017, mais cette année on observe une petite légère augmentation des rendements sur la sole dans les Hauts-de-France. Alors oui, parce qu'il faut parler aussi par zone. Oui. En fait, on n'a pas la même pression si on est en Manche Est, en Manche Ouest. Pour vous expliquer, je pense, et vous me corrigez si je dis une erreur, les pêcheurs ont des zones qui leur sont attribuées. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les pêcheurs anglais. Donc ils ont le droit de pêcher sur telle zone et ils ne doivent pas aller ailleurs. Sur le cas, il y a des endroits où ça va et d'autres où c'est plus tendu, c'est ça ? Oui, ça dépend en fait de la zone.
en Manchester, donc entre Cherbourg et Dunkerque, l'état de la sole était assez critique depuis 2017, mais là on observe une légère augmentation des captures, qu'on espère que c'est un peu positif pour les pêcheurs des Hauts-de-France. Oui. Alors, parce qu'on prend des mesures, parce que la commission a demandé, la commission régionale dont vous parliez tout à l'heure, a demandé de faire moins de pression, ou bien on ne sait pas exactement pourquoi la sole revient? Il y a eu un suivi, notamment par Ifremer, sur le projet SMAC, sur la sole en Manchester. Puis certains pêcheurs se sont carrément reportés vers d'autres métiers, comme les métiers du casier, pêchent le crustacé et le bulot, plutôt que la sole pour diversifier leur activité. Oui. C'est aussi leur intérêt. Pour diversifier leur activité, oui. C'est cher, et donc il faut... Ouais, c'est des filayeurs qui pêchent la sole, c'est pêcher au filet. Je vais vous emmener aussi sur un autre sujet. À Boulogne, eh bien, c'est la baisse de la ressource qui est constatée, et peut-être vous allez nuancer ce propos un peu pessimiste, cette professionnelle qu'a rencontrée Caroline Fichten. Valérie travaille ici aux aubettes de Boulogne-sur-Mer depuis plus de 20 ans. Elle vend la pêche de son frère et en 2 décennies, elle a vu la quantité de poissons ramenés à quai largement diminuer. Surtout au niveau des espèces de poissons plats, tout ce qui est carlet, sole, limande, turbo, barbu, on n'en a pratiquement plus. Et là, ça fait quand même déjà quelques années, hein. Ça ne date pas d'hier. Malheureusement, c'est très très difficile pour eux. Les filayeurs tentent depuis quelques années de se diversifier en faisant de la pêche au casier pour les bulots par exemple. Ça devrait commencer d'ici quelques jours. Côté clients, tous ne se sont pas forcément rendus compte du changement de variété sur les étals, ni de la quantité fluctuante. C'est en fonction des saisons, quoi. Il y a des saisons où il y a plus ou moins de poissons, selon la météo aussi parfois. Mais en général, on repart toujours avec quelque chose qui nous intéresse. Avant, il y avait du poisson, tout l'étal, tout ça, c'était incroyable. Hein, à 4h du matin, tout ici, c'était rempli de poissons. Tandis que le matin, il n'y a plus rien. Plus rien. La diminution de certaines ressources comme la sole, les filayeurs l'ont remarqué depuis un moment déjà. A l'inverse, l'encorné par exemple est en quantité et depuis plus récemment, c'est l'araignée de mer qui est présente en abondance. Des araignées de mer, il y en a partout. Il n'y a pas que chez nous, il y en a un peu partout, donc on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense peut-être que c'est le fait qu'on n'ait plus autant d'hiver qu'on a. Il y a peut-être un réchauffement, il y a quelques degrés que l'eau de mer a prise depuis X années. Mais on entend parler des chalutiers qui, eux, voient arriver du thon. On commence à entendre parler que pas loin, à la limite de la Bretagne, on a vu du thon rouge être débarqué. Il ne s'agit encore que de quelques pièces, mais c'est un indicateur. Ce que l'on trouve aujourd'hui en Manche et en mer du Nord a changé et les raisons sont multiples. Certaines méthodes de pêche, la surpêche, le changement climatique. Les pêcheurs évoquent aussi les pluies abondantes qui pourraient modifier la salinité des eaux de mer et faire migrer certaines espèces de poissons. Une hypothèse à vérifier. Alors, peut-être qu'on peut vérifier quelques hypothèses avec vous, mais je sens que la scientifique sera très très prudente. On voit évoluer les espèces sur les étals comme là. Oui, bien sûr, à la fois puisqu'on a des espèces qui sont en surpêche et dont les rendements sont très mauvais, on a des reports d'activité vers d'autres métiers, comme on parlait du casier, vers le bulot ou les crustacés. Alors, les espèces, vous les avez évoquées, la morue, la sole, le lieu jaune, c'est ça que vous... Le lieu noir, oui. Le lieu noir, oui. Cette mutation, en fait, vers d'autres espèces, on parlait à l'instant dans le reportage de l'araignée de mer ou des crustacés. Il y a une montée du crustacé dans les filets ou bien dans les casiers, plutôt dans les casiers d'ailleurs. On voit qu'il y a vraiment une augmentation des rendements en araignée, en tout cas, oui. Ouais. On ne sait pas si c'est dû au changement climatique, comme expliquait Stéphane. Ça peut jouer, ça, bien sûr, parce que la température de l'eau va jouer sur... Si la température est plus favorable pour qu'elles se développent, elles vont se développer plus favorablement dans nos eaux, oui. Donc, quand vous avez ces données, par exemple, on analyse qu'on pêche bien les araignées de mer. Vous, dans votre comité, vous allez reprendre ces données et faire des recommandations aussi aux pêcheurs. La suite des analyses que vous faites, quelles sont-elles au niveau
au niveau régional. On a compris que vous donniez aussi des données au niveau européen, mais au niveau régional, comment ça se passe pour se domestiquer ces recommandations? Ce sont des réunions de concertation, ce qu'on appelle des commissions, qui ont des thèmes précis comme les crustacés, le métier du filet. Et ce sont des concertations entre l'administration, les professionnels et puis le comité pour trouver une gestion qui conviendra à tout le monde. Et c'est de la consultation, donc c'est pas impératif. Vous allez émettre des recommandations, ou cette commission va émettre des recommandations. Qui suit? Les pêcheurs les écoutent, les pêcheurs doivent les suivre. Est-ce qu'on est dans l'impératif ou est-ce qu'on est dans le conseil en fait? Après, ces recommandations, elles sont acceptées par le conseil du comité et ça rentre dans la réglementation, soit de la réglementation des licences ou des captures de certaines espèces. Alors si on est dans la réglementation des licences, c'est qu'on va dire à chaque pêcheur, vous avez droit à tant, très concrètement, il va avoir une fiche de capture ou... Ça dépend des licences. Il y a une licence pour laquelle on a accès ou non à une ressource. Et des licences qui délimitent les captures journalières, par exemple de bulots ou de crabes qu'on a le droit de faire par jour. Je vais vous... Oui, vous vouliez rajouter non. Et donc après, le contrôle, ce sont les affaires maritimes? Oui, la mise en application et le contrôle en mer, ce sont les affaires maritimes. Oui. Il y a aussi, je présume, une part d'autocontrôle parce que aujourd'hui, chaque bateau sait à peu près immédiatement qui est où et qui fait quoi. Donc, une fois qu'on est en mer, les bateaux sont identifiés. Donc, je présume qu'il y a aussi de la part des pêcheurs une part d'autocontrôle les uns avec les autres. On va parler aussi un peu plus brièvement d'un autre poisson, on l'appelait le roi des côtes, le hareng. Lui, 3 mois avant Noël, il est présent sur nos côtes. Regardez ce reportage sur les étals de Caroline Fichten. Il a fait mauvais cette nuit et beaucoup de bateaux n'ont pas pris la mer. Mais en pleine saison du hareng côtier, on en trouve malgré tout sur le port de Boulogne-sur-Mer. C'est en ce moment le poisson roi, un poisson local peu cher et très apprécié. Non, ça ne passera pas. On va les emmener dans les Ardennes. Parce que dans les Ardennes, il n'y a pas la mer et on aime bien le hareng. Et vu que c'est le moment du hareng, eh ben on en profite. Tous les ans, c'est un rituel. Ouais. Je rate pas, je suis venue exprès de la campagne pour venir. On aime, et il est pas cher et puis il est très bon. Aux aubettes de Boulogne-sur-Mer, vous verrez souvent les vendeuses faire ce geste. Comme là, j'appuie sur le ventre, c'est les œufs, c'est la femelle. Et après, j'ai les laitances ici qui est le mâle. Les consommateurs préfèrent l'un ou l'autre, parfois les deux, mais ici le tri est fait, il n'y a plus qu'à demander. Alors le poisson lui-même reste le même goût, mais il y a les personnes qui ont des préférences. Le croquant, c'est les œufs et le fondant, c'est le mou. Sur le port, chacun a sa petite recette, mais le hareng côtier se cuisine facilement, très souvent grillé, tout simplement à la poêle, au four ou à la plancha. Simplement à la poêle. Bah ouais, c'est grillé. C'est vrai que c'est simple, ça se fait griller, donc avec le petit verre de Beaujolais, c'est sympa quoi. Ce poisson gras se vend en ce moment à 3 € le kilo. Un kilo équivaut à 6 ou 7 poissons. D'ici quelques temps, les harengs auront pondu et seront donc sans rogue ni laitance. Ils pourront alors être mis à mariner pour devenir ce que l'on appelle les roll mops. Alors, Florence Huron, vous êtes la coordinatrice du programme Mr. Goodfish, un programme qui est chargé de nous sensibiliser, de nous alerter sur la pression qu'il peut exercer sur certaines espèces de poissons. Le reportage, il vous inspire quoi là, sur le hareng ? C'est tout à fait le concept même de Mr. Goodfish, c'est de recommander les espèces quand c'est la bonne saison pour les consommer. Et donc là, 3 mois avant Noël, c'est bon pour le hareng. Oui, et puis c'est une espèce qui est très bien suivie d'un point de vue scientifique, les stocks se portent bien, donc on sait que c'est une espèce qu'on peut recommander via Mr. Goodfish. C'est une espèce qui revient de loin, parce que dans l'histoire, le hareng, il y a une grande chute dans les années 70, et puis il y a eu des préconisations, et du coup, le stock... on n'est plus inquiet sur le stock, ça va, ça remonte.
C'est un stock qui est quand même plutôt bien géré, en tout cas sur nos zones. Les données des scientifiques et le travail des pêcheurs et le respect des quotas fait qu'aujourd'hui, si on continue à avancer dans ce sens-là, on sait que l'espèce devrait être durable. Ouais. Ouais. Je vais vous emmener aussi, puisqu'on parle de zone de pêche, on parle de stock de poissons, je vais vous emmener aussi pour évoquer une inquiétude des pêcheurs du Dunkerquois, le parc éolien qui se projette au large de Brédune et qui peut avoir des influences sur la pêche. Retour de pêche pour le Sancécien. À son bord, les 3 hommes d'équipage ramènent de la limande, de la roussette et de la sole. La sole, espèce rémunératrice pour les pêcheurs dunkerquois et espèce qui se trouve justement dans l'espace qui doit être occupé par le parc éolien. Tous les travaux des Dunkerquois où ils travaillent en longueur d'année, une fois c'est d'un côté, une fois c'est de l'autre, on va dire. C'est tout où il y a les traits, quoi. Et le champ éolien, il viendrait là en plein milieu. Un périmètre qui représenterait 40% de la zone de pêche des Dunkerquois qui font déjà face à une diminution de la ressource en sol. Ils s'interrogent sur leur avenir à court terme. Où iront-ils pêcher pendant les travaux et quels poissons retrouveront-ils ensuite? Est-ce que la sole va revenir? Est-ce que les bancs de sable vont pas bouger? Vont pas être un peu déboussolés aussi les bancs? Parce que c'est du sable, ça bouge avec les pieds des éoliennes. On ne sait pas, il y a plusieurs questions qui nous trottent à la tête. Autre question qui taraude les pêcheurs. Aujourd'hui, on leur accorde le droit de travailler dans le parc éolien. Qu'adviendra-t-il réellement à l'avenir? Ils s'interrogent. Normalement, on a le droit d'y pêcher, mais comme je disais, est-ce que jusqu'au jour où il y aura un accident, que ce soit avec un plaisancier ou un professionnel, du jour au lendemain, est-ce que le préfet maritime ne dira pas zone interdite à la pêche et à la navigation? Réduction de la zone de pêche, disparition potentielle de la ressource, l'installation d'un parc éolien au large de Dunkerque est une vraie crainte pour les professionnels qui s'interrogent sur la pérennité de leur activité. Anaïs Roussel, pour le moment, il n'est pas question d'empêcher de pêcher sur cette zone-là, si c'est construite, mais ça peut avoir des incidences. On modifie les fonds marins, ça peut avoir des incidences. Ça peut avoir des incidences. Déjà au niveau des métiers pratiqués, le métier du chalut sera plus possible dans la zone du parc puisque c'est trop difficile de manœuvrer entre les blocs, on imagine. Ça peut avoir des incidences aussi sur les espèces, comme disait ce pêcheur. On peut voir se modifier les comportements des poissons et si oui, lesquels? Ça peut représenter des blocages, par exemple, pour des poissons qui migreraient dans cette zone ou qui passeraient par cette zone pour aller vers le nord. Et ça peut, au contraire, être un récif pour des poissons qui se développeraient normalement dans des rochers comme les crustacés ou... Ah oui, à ce moment-là, on peut y remettre du casier et voir du crustacé. Mais ce sera un changement de toute façon dans l'assemblage des espèces de l'écosystème, oui. Et on a déjà un petit peu le retour sans doute des Danois qui ont des champs d'éoliennes en pleine mer. On voit, on sait que ça peut changer les fonds marins eux-mêmes. Ça peut changer les fonds marins, oui. C'est ce qu'évoquait ce pêcheur sur les courants, la courantologie qui est forte sur notre littoral. Oui, ça peut avoir un effet aussi sur les fonds marins, sur la courantologie, sur les espèces qui vont y passer ou qui n'y passeront plus, sur la pression de pêche, Vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si on pêche moins sur un endroit, il peut se développer d'autres espèces. Est-ce qu'il est possible que ça devienne des zones où les poissons viennent se reproduire? Des frayères, s'il y a un peu moins de pression de pêche? Les frayères sont vraiment fortement déterminées par la biologie d'espèces et ce serait difficile de leur faire changer leurs habitudes. C'est ça. Ouais. On peut leur demander, mais c'est pas sûr qu'ils nous suivent. Non, c'est pas sûr. Bon, autre façon et méthode de pêche qui a été très contestée et très polémique, notamment pour les pêcheurs français, la pêche au filet électrique. Alors c'est une longue bataille qu'ont menée les pêcheurs français contre notamment les pêcheurs hollandais qui la pratiquaient beaucoup et puis les pêcheurs belges. Cette bataille a été gagnée en août 2019 puisque la France a décidé d'interdire cette pêche
à partir d'août 2019 sur ses eaux territoriales. Et puis l'Europe doit l'interdire à partir de juillet 2021. Regardez la technique que nous rappelle Caroline Fichten. La PAC officiellement interdite à partir de juillet 2021, c'est ce qu'a décidé la Commission européenne après des mois de discussion. Chaque État membre peut d'ores et déjà interdire ces techniques de pêche dans ses eaux territoriales. L'interdiction de la pêche électrique pour les artisans boulonnais, c'est une bonne chose, mais 2021, c'est loin et suffisamment long pour détruire la ressource. Pour éviter la catastrophe, les pêcheurs espèrent que le gouvernement se positionnera rapidement pour mettre un coup d'arrêt à cette pratique dans les eaux françaises. Voilà, et le gouvernement s'est positionné puisqu'il l'a interdit en août 2019. Un dernier mot là-dessus, c'est une pêche redoutable et pour les poissons. La technique qui consiste à envoyer une décharge électrique pour faire remonter les poissons est dévastatrice, mais pour qui ? C'est une technique qui assomme les poissons, mais qui est dévastatrice pour les fonds marins et tout l'écosystème des fonds marins qui représente un maillon essentiel des chaînes alimentaires et de l'écosystème en général. Parce qu'on tue aussi les vers de vase, on tue les œufs, on tue... Tout, littéralement tout. Tout. Donc on peut imaginer qu'on crée avec une pêche comme ça intensive un vrai désert sous-marin. C'est ça, c'est ce qui aurait pu se passer, oui. Ouais. Et il faut combien de temps, par exemple, pour reconstituer comme ça un écosystème qui a été abîmé ? C'est très facile de détruire l'écosystème, mais c'est beaucoup plus lent de reconstruire un écosystème et on peut ne jamais le reconstruire ou de reconstruire avec d'autres espèces qui n'ont pas les mêmes fonctions. Vous me faites penser à la morue qui a complètement été victime de surpêche au 19e et au début du 20e siècle et qui a quasiment disparu de zones entières où elle était pêchée. Notamment sur les bancs de Terre-Neuve et des choses comme ça où elle n'est jamais revenue. C'est ça, à partir du moment où on tombe sous un certain quota de reproducteurs, on n'a plus de possibilités, le poisson ne revient plus. À la fois, il n'y a pas assez de reproducteurs pour assurer le renouvellement du stock, mais ceux qui restent dans le stock produisent des œufs de mauvaise qualité ou ne produisent pas du tout de descendance et le renouvellement n'est pas du tout assuré. Pas du tout assuré et c'était une vraie menace. Heureusement qu'on l'a arrêté. Alors pour que on mette pas trop de pression sur certaines espèces, c'est votre travail avec Mr. Goodfish, un programme européen qui a fêté ses 10 ans. 10 ans. Oui, on a fêté nos 10 ans. Et qui doit nous éduquer en fait. Mais quand je dis nous éduquer, c'est éduquer. C'est l'ensemble de la filière jusqu'au consommateur. C'est vraiment la mission de Mr. Goodfish, c'est de travailler avec l'ensemble de la filière, de travailler avec les professionnels pour réussir à inciter le consommateur final à changer ses habitudes ou en tout cas être plus curieux, diversifier ses choix et savoir quelle espèce choisir selon la saison. Mais comment est-ce que vous travaillez éventuellement ensemble avec Anaïs qui a les études et vous qui en avez peut-être aussi d'autres par ailleurs? Oui, en fait le concept de Mr. Goodfish, c'est d'établir à chaque trimestre une liste de recommandations positives, donc les espèces qu'on peut consommer pour la saison à venir. Et donc pour établir ces listes-là, on ne fait pas ça dans notre coin tout seul, on se base sur des données scientifiques d'Ifremer, des données européennes, mais aussi via un comité d'établissement des listes qui se réunit tous les 3 mois. Et donc le comité des pêches est présent, le comité national a été le premier partenaire de Mr. Goodfish il y a 10 ans parce qu'on voulait justement travailler avec les pêcheurs et pas contre les pêcheurs. Et au niveau local, les comités régionaux des pêches participent activement à l'établissement des listes, mais pas que. C'est-à-dire que quand on a cette réunion de comité d'établissement de listes, on a tous les acteurs de la filière autour de la table. Donc les représentants des pêcheurs, mais aussi des marailleurs, des grossistes, des associations de consommateurs, des restaurateurs. Et on passe en revue toutes les espèces présentes sur une zone donnée. Et en fonction des critères de Mr. Goodfish, on va décider si l'espèce va être oui ou non recommandée pour la saison à venir. Alors vous dites sur une zone donnée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des recommandations
différentes en manche, les poissons pêchés en manche est ou en manche ouest, donc sur les différentes zones, puisque la mer est partagée. Oui. Vous allez avoir une approche assez fine. On essaye vraiment d'avoir une approche par écosystème, par stock de pêche et pas par espèce, parce que parler de la sole en France, les stocks sont complètement différents de ceux pêchés en golfe de Gascogne ou en manche est. C'est pas du tout la même période de reproduction, l'état du stock n'est pas le même, et du coup on veut pas avoir ce discours de dire non, ne consommez pas de sole en France parce que c'est pas réel et c'est pas représentatif. Donc on va être vraiment très spécifique. Nos listes, à chaque fois, on va avoir les sous-zones de pêche qui vont être indiquées. C'est pour ça que c'est difficile de dire, selon peut-être la météorologie, selon la saison, selon la zone, qu'une espèce est menacée ou pas. On peut avoir toutes sortes de discours. On peut dire cette espèce, il faut plus la pêcher en manche est, mais par contre, vous me dites, on peut aller chercher de la sole dans le golfe de Gascogne. Oui, c'est toute la complexité de cette filière produit de la mer, c'est qu'on est sur de la pêche, donc du prélèvement, et pas sur de la culture, et donc il faut s'adapter à le changement climatique, à l'état de la ressource, à ce qu'on va trouver dans le milieu naturel, et c'est pour ça que Mr Goldfish, on a choisi de mettre à jour nos listes tous les 3 mois pour être sûr d'avoir des données scientifiques qui soient les plus fines possibles, et de pouvoir ajuster en fonction des observations, des observations que peuvent avoir les pêcheurs, mais aussi des données scientifiques, et qu'on ait toujours des listes qui soient à jour avec les dernières données scientifiques. Mais ça fait une foule d'informations qui remontent sans cesse en fait. Il faut arbitrer entre les différentes régions, il faut arbitrer ce qui se passe aussi derrière les chalutiers, quoi. Par exemple, vous faites combien de missions, vous vous embarquez toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 à 3 mois environ. Tous les 2 à 3 mois. Ouais. Et les pêcheurs vous remontent, vous avez les carnets de bord tous les jours ou... Ça c'est à Ifremer, en fait ils ont un accès à toutes les données déclaratives de pêche. Ah oui. Donc il y a vraiment presque par l'Ifremer un suivi au quotidien, quoi. Alors une fois que vous avez les données, voilà, vous avez le tableau d'honneur des filets et des casiers. Comment vous analysez? Vous avez les mêmes modèles mathématiques? Comment ça se passe après? Alors nous, on n'analyse pas les données avec des tableurs et les données statistiques, mais par contre, on se base sur les données que nous fournit Ifremer ou le CIEM, donc le Conseil européen. Et en fonction de ça, lors des comités, on va passer en revue toutes les espèces, une par une, avec à chaque fois, cette espèce-là, est-ce que le stock se porte bien? Est-ce qu'il y a des alertes en ce moment? Est-ce qu'il y a un consensus de la part de l'ensemble des acteurs de la filière? Alors, on mettra toujours une espèce sur la liste que si on a des données scientifiques qui prouvent que l'espèce se porte bien. Par contre, des fois, il peut y avoir des discussions sur des alertes que des pêcheurs peuvent observer et où, du coup, on va décider par principe de précaution de ne pas mettre l'espèce sur la liste. Donc ça nous permet vraiment d'être très agile et d'ajuster nos recommandations. Ça veut dire qu'il peut y avoir des données scientifiques qui ne correspondent pas avec la remontée des pêcheurs? On a l'impression qu'il y en a beaucoup, et puis les statistiques... Ça peut arriver qu'il y ait des petits écarts, mais parce que les données statistiques sont aussi sur du long terme, avec une projection, et les pêcheurs, eux, vont observer ce qu'ils ont à l'instant T, et il peut y avoir des facteurs externes aussi à un moment, ce qui fait que, on parlait de l'araignée de mer, mais s'il y a un réchauffement des eaux, il va y avoir aussi une prolifération, en tout cas un développement de certaines espèces plus rapide, et il faut ajuster, et c'est du vivant, c'est du vivant qui bouge aussi. Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est compliqué de dire, d'avoir, c'est pas une science juste en temps réel. C'est des statistiques. Oui, et on voit arriver des espèces qu'on ne voyait pas. On avait évoqué le réchauffement climatique. On voit arriver des espèces dans nos eaux qui n'étaient pas présentes avant et sur le long terme. On voit arriver du thon, on voit arriver où il y en a toujours eu. Oui, il parlait du thon tout à l'heure dans le reportage, on a l'araignée. L'araignée, c'est un peu nouveau de voir arriver... C'est à la fois nouveau parce qu'il y a un développement de la pêcherie et du métier du casier, donc on en capture plus forcément. Ah oui, si on pêche plus, on en voit plus. Oui. Si on pêche plus vers ces espèces-là,
on en débarque plus, oui. Alors en 10 ans, est-ce que vous avez réussi à convaincre et qui avez-vous réussi à convaincre? La suite, c'est d'aller mettre le petit écriteau recommandé Good Fish chez le poissonnier, mais oui, peut-être pour peut-être juste pour l'historique. Donc le programme a été lancé par des aquariums, donc Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, l'aquarium de Gênes en Italie, l'aquarium Finistéré en Espagne. Et l'objectif au départ, c'était vraiment de communiquer vers les visiteurs des aquariums et vers le grand public. Et en fait, on s'est rendu compte que de communiquer vers le consommateur n'était possible que si les professionnels qui étaient en contact avec eux, c'est-à-dire les restaurateurs et les poissonniers, participaient aussi et pouvaient avoir une prescription, un conseil de consommation auprès du consommateur quand il avait un acte d'achat, donc au restaurant ou en train d'acheter du poisson chez son poissonnier. Et puis au fur et à mesure, on a remonté toute la filière, les marailleurs, les grossistes, parce que justement ce qui était compliqué, c'est que le consommateur, il n'a pas la connaissance scientifique et donc de venir avec une liste où il doit choisir alors une sole de manche est qui fait 24 cm, c'est compliqué pour lui. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de simplifier pour le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il doit suivre le petit logo Mr Good Fish. Oui. Et ce logo-là, il est identifié sur les emballages, sur les points de vente directement. Et tout le travail d'identification, de traçabilité, il est fait avec les acteurs de la filière, avec les criers qui identifient dès le débarquement du poisson. Donc vous êtes vraiment très en amont. Ah oui, vraiment du débarquement du poisson des bateaux de pêche, le Mr Good Fish est identifié. Sur les caisses, il y a un contrôle qui est fait par les opérateurs en crier. Et après, c'est vendu sur les bons de vente en crier. Il y a le logo Mr Good Fish qui est mis. Et pour les marailleurs ou pour les restaurateurs qui vont acheter, il y a directement le logo qui est identifié sur les bonnes zones de pêche, la bonne taille et puis la bonne saison. Et on vous écoute ? De plus en plus. On a vraiment observé en 10 ans de temps l'évolution des consommateurs. Il y a 10 ans, quand on organisait des événements, quand on faisait des dégustations, les consommateurs, ce qui comptait, c'était le goût. C'était tiens, on me propose un produit, comment c'est préparé. Ils posaient pas la question qu'est-ce que c'est comme espèce, d'où ça vient. Depuis 5 ans, on l'observe, c'est radical. Quand on me présente un produit, à chaque fois, c'est avant même de le goûter, c'est quoi comme espèce, d'où ça vient, est-ce que ça a été pêché par des pêcheurs français, est-ce que c'est du local? Ils se posent beaucoup plus la question de savoir d'où vient l'espèce et à travers ça, est-ce que cette espèce-là est durable? Alors justement, vous posez une question clé, celle du goût. On a habitué, on doit consommer peut-être d'habitude 5-6 variétés de poissons. On a parlé beaucoup de sole, peut-être on fait un peu de maquereau, un peu de sardines, ça dépend des régions. C'est ouvrir aussi à d'autres variétés, d'autres espèces de poissons. Oui, c'est tout le concept de Mr Good Fish, c'est d'aider à valoriser des espèces que nous on appelle à découvrir, des espèces qui sont peu connues du grand public. Par exemple, pour cette saison, une espèce comme la vive, qui a un poisson qui est délicieux, qui a une chair blanche très fine. C'est plein d'arêtes et donc c'est la complexité, c'est savoir lever les filets. Mais par contre, vous demandez au poissonnier de vous lever les filets de la vive, il sait le faire. Ouais. Et c'est un poisson qui est délicieux, qui coûte pas cher. Il vaut mieux l'acheter en filet d'ailleurs que de la traiter soi-même parce que c'est un poisson un peu dont la piqûre est très douloureuse, mais le poissonnier peut... Oui, les poissonniers savent valoriser le produit et le mettre en avant. Et il y a plein d'espèces, la fausse limande, la limande sole, la cardine, qui est une espèce vraiment... qu'on connaît vraiment sur nos côtes, c'est des espèces qui peuvent être des bonnes alternatives pour des espèces plus connues comme la sole, quand c'est la saison de consommer la limande et la cardine par exemple. Et ça, ce sont nos habitudes en fait. On est un peu victime de nos habitudes et notre manque de curiosité. Les consommateurs ont eu l'habitude de toujours retrouver des crevettes, du saumon, du cabillaud et ils connaissent pas forcément. Et en général, quand on leur fait goûter un produit, derrière, le consommateur se dit tiens, en fait c'est délicieux. Il y a le côté aussi du prix parce que comme c'est des espèces méconnues, elles sont souvent peu chères et donc c'est que du positif pour le consommateur. Il a un produit de très bonne qualité, à un coût attractif et c'est une espèce qui se porte bien et qui est plus durable. Alors il peut y avoir aussi une répulsion pour
l'aspect du poisson, la tête qu'on ne connaît pas quelquefois. Je pensais à la baudroie aujourd'hui, on ne vous les présente jamais avec sa tête. Il y a toujours tête coupée, alors que c'est un des poissons les plus délicieux, mais on n'achète pas. Il y a d'autres poissons, vous dites un beau rouget grondin, c'est aussi délicieux et il faut y aller. Bah oui, le grondin, c'est un très bon exemple. C'est un poisson qui n'est pas forcément attractif. Les consommateurs, quand ils voient ça sur un étal, ils disent oula, qu'est-ce que je vais faire avec cette espèce-là? Comment on la prépare? Alors c'est un produit qui est facile à préparer et qui est délicieux. La dorade grise, c'est une espèce aussi qui est très facile à préparer. Il suffit de la mettre au four. Non. On a des dorades grises sur nos côtes et c'est un produit qu'on peut consommer. Les stocks se portent bien et on peut y aller. Et c'est facile à préparer. On l'a fait dorer au four et c'est très facile. Alors, vous vous y prenez aussi avec les jeunes, puisque c'est pas uniquement auprès des marieurs, des restaurateurs et du consommateur final que vous intervenez. Vous avez aussi des missions dans les classes. Alors, on a des missions éducatives dans les classes, déjà à Nausicaa, parce que donc Nausicaa c'est quand même le plus grand aquarium d'Europe et on a plus de 850 000 visiteurs par an. Donc on a une force pour toucher du grand public de façon très large. Et après, on a tout un travail éducatif avec les écoles. Là, par exemple, les collèges du Pas-de-Calais ont tous adhéré au programme Mr Goodfish, enfin sont en cours d'adhésion. Et donc on va avoir 115 collèges qui vont manger du poisson Mr Goodfish à la cantine. Et en plus, les enseignants vont pouvoir relayer, expliquer ce que c'est que la pêche, les différentes techniques de pêche, savoir comment on pêche le poisson, comment on l'élève aussi, parce qu'ils indiquent aussi aux collégiens ce que c'est que l'aquaculture, comment bien choisir leurs espèces. Enfin, il y a toute une mission d'éducation et de sensibilisation qui est indispensable auprès des plus jeunes, parce que c'est eux qui vont aussi inciter les familles à diversifier, à choisir d'autres espèces. Les enfants vont choisir et vont faire des préconisations. On va retourner un petit peu à Boulogne-sur-Mer. Il y a un coquillage qu'on a tous vu cet hiver, c'est la coquille Saint-Jacques, qui est un peu exemplaire aussi d'une pêche durable. Regardez ce reportage de Caroline Fichten. C'est un jour pluvieux sur le port de Boulogne et les clients ne se pressent pas devant les aubettes de vente de poissons. Pourtant, c'est le moment d'acheter des Saint-Jacques. La saison a commencé à 7 € le kilo, 19 € les 3 kilos. Ce produit de fête se congèle bien, même si on a du mal à résister à la tentation d'en cuisiner tout de suite. En plus, c'est plutôt simple à faire. Souvent à la poêle, puis avec un petit peu de vin blanc. On fait ça à la poêle. Ou justement Saint-Jacques avec une béchamel. Le début de saison est un peu moins bon que les années précédentes, la faute notamment à une succession de jours de mauvais temps. On est en perte de 3 caisses pour 2 jours, c'est pas énorme. En étant tout seul à la coquille, c'est pas énorme du tout. Non, cette année, je crois que c'est faux clos. Au Châtillon, le restaurant de la zone portuaire de Boulogne, on aime travailler la Saint-Jacques juste poêlée. C'est l'accompagnement et la sauce qui doivent mettre en avant le produit. On a utilisé un légume de saison qui est la courge spaghetti qu'on a donc blanchi 30 à 40 minutes dans l'eau. Ensuite on l'a ouverte, on a récupéré, et pépiné bien sûr, récupéré la chair et qu'on a fait tomber avec un peu de beurre et un peu d'ail. Et on a accompagné aussi la Saint-Jacques pour la relever avec une petite aïoli douce, donc une aïoli traditionnelle, à part qu'on a une petite touche, on y ajoute une petite pointe de safran pour le goût. Attention tout de même à la cuisson pour que les Saint-Jacques ne deviennent pas caoutchouteuses. Les noix doivent juste être saisies dans un beurre bien chaud de chaque côté. Un bon exemple de bonne gestion, la Saint-Jacques. Oui, la coquille Saint-Jacques sur nos côtes est bien gérée. Nous, c'est une espèce qu'on recommande sur les listes Mr Goodfish quand c'est la bonne saison, donc pendant les périodes d'ouverture de la pêche. Et oui, c'est un produit qui est typique, qui est bien géré. Les stocks se portent bien. C'est un produit attractif, qui est délicieux. Les chefs adorent la sublimer. Donc oui, c'est un très bon produit. Quand vous dites c'est bien géré, ça veut dire que là, il y a eu des préconisations, c'est suivi de très près? Il y a des prélèvements sanitaires qui sont faits toutes les 2 semaines par les bateaux sur les différentes zones de pêche. Puis les données qui permettent de s'assurer une bonne gestion du stock. Oui. Et c'était cette année, pas forcément l'année du reportage, mais c'était cette année une très bonne année. On a l'impression qu'on en a vu beaucoup
Oui, c'est une bonne année. Ouais. Et on sait pourquoi? Parce qu'on a peu pêché ou bien parce que la température de l'eau était favorable? On a des données pour expliquer ça? Parce qu'on a une bonne gestion du stock qui permet au fur et à mesure d'augmenter les rendements jusqu'au maximum qui est possible. Là, c'est vraiment l'exemple d'une gestion intéressante entre professionnels, scientifiques sur ce coquillage-là. Oui. Et vous recommandiez aussi, ou vous observez que certains pêcheurs passent notamment au bulot et aux crustacés. C'est une tendance lourde, c'est une tendance qui concerne beaucoup de bateaux, ou c'est une question et c'est une solution un peu aléatoire? C'est une solution qui a été trouvée pour faire face aux baisses de rendement de la pêche à la sole, mais les bateaux ne se sont pas convertis complètement au métier du casier. C'est une proportion de leur activité qui devient de plus en plus importante. Oui, parce que ça veut dire en fait concrètement aussi pour les pêcheurs de changer ses méthodes, de changer sans doute son matériel tout simplement. Oui, ça représente des coûts d'achat de matériel, de formation des marins à bord. Et donc un investissement. Et il y a des accompagnements pour les pêcheurs, je présume, s'ils veulent baisser la pression sur la sole, ou bien ils vont le faire selon les périodes de l'année. Un bateau peut faire une fois de la sole, une fois du bulot. La pêche à la sole, c'est plutôt en ce moment. Une saisonnalité des espèces. Les crustacés, on ne les pêche pas en hiver. Les bulots, on les pêche plutôt en hiver, voire au printemps. Mais il y a une saisonnalité dans l'activité, oui. Mais par exemple, si on prend l'exemple des pêcheurs de sole, se convertir entre la pêche à la sole au chalut, je présume, c'est au filet. Et au casier, ça demande quand même de changer de bateau carrément, non? Non, la pêche à la sole, c'est au filet fixe. Donc ce sont tous les deux, les casiers et filets, ce sont des engins dormants, donc c'est le même type de bateau. L'autre thème que je voulais aborder avec vous, c'est consommer durable, ça veut dire ne pas gaspiller. Et c'est avec vous, Sophie Cazenave, qu'on va voir ça, puisque les Paniers de la Mer sont une des 5 associations françaises qui œuvrent pour que rien ne se perde, c'est-à-dire... Alors, les Paniers de la Mer, ce sont 5 associations françaises dans les différents ports de pêche qui ont été créées au départ pour récupérer notamment les non-ventes dans les criées qui pouvaient représenter plusieurs dizaines de tonnes sur l'année parce qu'il y avait simplement un écart entre l'offre et la demande à chaque débarquement. Donc à un moment donné, l'Europe intervenait dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC, pour compenser l'effort de pêche pour les pêcheurs. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, tous les pêcheurs qui débarquaient des produits en criée qui n'avaient pas pu être vendus pouvaient être compensés financièrement par des fonds européens, mais il fallait détruire ces produits pour pas qu'ils reviennent sur un secteur secondaire, mais compensés sur des sommes très très basses. Mais on soutenait l'effort de pêche, de la sortie en mer, la consommation du gasoil, les salaires des marins. Donc jusqu'à 2014, en fait, nous qui nous sommes créés donc en 2004, on récupérait ces produits qui étaient destinés à faire de la farine animale, puisqu'ils ne pouvaient pas être vendus. L'Europe permettait que ces produits puissent aller sur de la formation pour de l'appât ou la fabrication d'appât ou bien l'aide alimentaire. Et le chaînon qui manquait, c'était donc notre association, c'était la transformation de ces produits puisque les bateaux débarquaient en caisse bord, classés 25 kilos, et l'aide alimentaire, on imagine bien la banque alimentaire ou les restaurants du cœur ne pas pouvoir utiliser en l'état les produits. Donc l'idée était de créer ce chantier qui permettait de remettre à l'emploi en tant que chantier d'insertion des salariés, des personnes du local, de hommes comme femmes en fait, sur des métiers liés à la filière. Je ne vais pas dire forcément le filetage parce qu'on a un centre de formation aux produits de la mer et de la terre à Boulogne, le CFPMT, qui forme et qualifie les personnes pour intégrer la filière. Nous, ils ne sont pas en formation, ils sont salariés. Par contre, on leur apprend des techniques qui puissent aller jusqu'à des compétences agroalimentaires transversales pour pouvoir rejoindre un métier derrière. Le monde du travail. Donc je comprends bien, il y a des invendus à la criée, les récupérer, vous les conditionnez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous en faites?
Alors on va les travailler dans un atelier de mareyage, donc on les découpe, on les nettoie, on en fait des filets surgelés, quand on les surgèle, pardon. Tout va être mis en sachet de 1 kg, en palettes, et toutes ces palettes-là vont être adressées exclusivement à des structures d'aide alimentaire. Donc les 5 réseaux français, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, les associations de l'épicerie solidaire Andes, et j'en oublie peut-être voilà 2, mais ça me revient pas. Enfin, ce sont des structures qui sont forcément habilitées au niveau national pour pouvoir gérer l'aide alimentaire. On ne peut pas distribuer comme ça à des personnes. Et donc vous êtes présente 5 associations, vous êtes présente sur tout le territoire français, mais vous œuvrez particulièrement sur Boulogne. Oui. Et vous allez jusque Dunkerque, enfin vous récupérez. Alors justement, pour voir un petit peu l'historique, je me suis arrêtée à 2014 tout à l'heure, qui était la fin de cette réglementation, qui nous permettait d'avoir donc les produits donnés par les organismes producteurs, puisque l'Europe intervenait. À partir de 2014, en fait, il n'y a plus de compensation de l'Europe. Donc en fait, la structure, la filière a dû se réorganiser aussi pour pouvoir valoriser ces produits et toujours travailler, comme mes collègues l'ont expliqué tout à l'heure, au maintien de la ressource, c'est-à-dire que nous, on a bien vu sur 10-15 ans là maintenant une réduction très importante de cette matière disponible pour nous, et on s'en réjouit parce que ça veut dire que du coup il y a moins de matières qui sont débarquées et que voilà, on vend tout, ou les bateaux adaptent aussi leur capture par rapport à des saisonnalités qui sont déjà anticipées en fait, des besoins anticipés. Voilà, il y a vraiment un lien entre la vente et l'achat. Il faut savoir que le bateau, lui, il sort son poisson, il vient en crier, il vient le matin de très bonne heure, il dépose son poisson et il repart. Il n'assiste pas forcément à la vente de la criée. Donc ce sont vraiment des métiers, la vente et la capture, qui sont différents. Donc du coup là, c'est vrai qu'on a assisté à une amélioration de ce système-là. Et par contre, on travaille que sur Boulogne. Donc là, on a depuis 2014 travaillé avec d'autres criées. Quand vous disiez la France, en fait, on est principalement positionné sur le nord, quand même, les paniers de la mer. Donc on est sur Fécamp, Saint-Malo, Lorient, le Guilvinec. C'est quand même des criées. C'est des criées. Les criées les plus importantes. Voilà, mais il n'y a pas. On aurait pu avoir la côte basque ou la Méditerranée, mais il n'y a pas suffisamment justement de sources pour créer des paniers de la mer. Ça avait été une question, mais un questionnement de notre part, mais il n'y a pas suffisamment de volume. Et du coup, comme on ne pouvait pas utiliser uniquement Boulogne, ça devenait trop faible. On s'est tourné en effet sur la criée de Dunkerque, de Fécamp, et puis la Normandie qui n'était pas couverte du tout. Donc on récupère aussi également maintenant des produits de basse Normandie, donc Grand-Canvilly, Cherbourg et Port-en-Bessin. Alors vous augmentez votre zone de chalandise, vous augmentez aussi vos activités, vous cherchez de nouvelles activités? Donc nous, le chantier d'insertion, c'est avant tout l'accompagnement d'un public en situation de... Oui, vous êtes l'économie sociale et voilà, donc solidaire. Nous, l'activité de transformation de poissons, c'est le support d'activité pour accompagner ces personnes. Donc le support, il peut être différent. En fait, on n'est pas, une clientèle à fournir ou autre. Donc votre besoin, c'est l'homme. C'est l'homme, voilà. Oui. Et du coup, notre activité sur la découpe du poisson, elle est maintenue, mais on a diversifié. On s'est rendu compte également en discutant avec la filière que le poisson qu'on leur donnait à l'aide alimentaire, il fallait pas s'arrêter à ça parce qu'en fait il n'était pas forcément bien consommé. Le don n'était pas suffisant, il fallait intégrer d'autres démarches. Donc on a fait des ateliers cuisine. Donc maintenant on intègre aussi, donc on est les seuls dans les paniers de la mer, on est les seuls des 5 à avoir développé, mais c'est vraiment en lien avec notre territoire, ces actions-là complémentaires qui sont donc la réalisation d'ateliers cuisine au sein des quartiers. Donc on touche à peu près 3000 personnes par an où on fait des ateliers avec l'Agence régionale de santé, la direction de la cohésion sociale. On apprend à cuisiner le poisson. On l'apprend à cuisiner et moi j'avais notamment des retours de bateaux, de pêcheurs qui nous disaient nous on va soutenir ton action parce que si on n'apprend pas aux personnes à continuer à cuisiner notre poisson que l'on débarque là aux aubettes qu'on a vu sur les... C'est perdu. Si on prend que du saumon qui est en barquette dans des grands centres de distribution, c'est perdu. Donc on va pas revaloriser le grondin rouge. Voilà. Nous dans la récupération des produits, on rejoint un peu les produits qui n'attirent pas le consommateur et on est justement sur du grondin, sur des espèces peu connues, sur du taco qu'il faut valoriser.
On est toujours sur l'éducation en fait, que ce soit l'éducation à l'achat, à la consommation, qu'à la préparation. Et ce sont des travaux de long terme en fait, pour changer nos habitudes, pour changer nos... Et après, changer, c'est compliqué sur l'alimentation parce que ça touche tellement d'acteurs qu'on ne peut pas changer. Par contre, on ne peut pas rester sans rien faire. Il faut continuer à sensibiliser. Puisqu'on est dans les conseils, et pour terminer cette émission, je vous propose un extrait d'En vrai c'est bon. On nous apprend à bien choisir son poisson chez le poissonnier. Regardez. On retrouve maintenant Arnaud, notre spécialiste de la marée. Suivez bien ses conseils, car aujourd'hui Arnaud nous donne quelques astuces très simples pour s'y retrouver chez le poissonnier. Alors mes conseils pour bien choisir un poisson sur une étale de poissonnier, je vais vous montrer par exemple cette dorade. Vous avez un poisson qui a l'œil bien brillant, rebondi. Le poisson est brillant également. Les branchies sont rouges. Il est ferme. Quand un poisson est comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Le qualité fraîcheur est là. Vous avez également les saumons bleus, les maquereaux, les sardines. La qualité fraîcheur, c'est aussi la fermeté. Vous voyez, quand vous prenez un poisson comme ce maquereau par la tête et qui reste bien droit, vous ne pouvez pas vous tromper, la qualité fraîcheur est là. Vous avez des poissons comme le perlon, grondin perlon, poisson méconnu. C'est un poisson qui se cuisine très bien au four, plutôt à la provençale. C'est un poisson, quand vous enlevez la tête, vous n'avez plus d'arête, vous avez juste l'arête centrale. Et c'est vraiment très bien et ça va changer du cabillaud, vous allez surprendre vos convives. En plus, un poisson qui est assez joli à regarder, avec ses reflets dorés, jaunes et également ses nageoires bleues. Merci Arnaud pour ces précieux conseils. Vous avez maintenant toutes les clés pour vous y retrouver chez votre poissonnier. Voilà, maintenant vous savez quoi faire. Sophie Cazenave, vous avez encore une précision avant qu'on termine? Oui, très rapidement. Maintenant, on ne s'adresse pas forcément aux poissons de criée, mais aux poissons au niveau des entreprises agroalimentaires sur Cap-Écure. Et on est en train de mener des projets pour valoriser les coproduits des filières de transformation, pour faire des plats préparés pour l'aide alimentaire. Et je tenais à soutenir, on est vraiment en partenariat avec les entreprises. C'est-à-dire que quand ça ne correspond pas tout à fait aux critères de l'industrie, hop, vous récupérez aussi. Voilà, en fait, l'entreprise nous donne ces produits-là. Et avec ça, on en fait des plats préparés. On a pour projet de faire une unité de plats préparés. Très bien. Merci à toutes pour votre participation et pour les éclairages que vous nous avez donnés. À très bientôt pour de nouveaux paroles d'experts sur WEO.